Et salut, amis bidouilleurs et bidouilleuses. Un petit coup? Voici 1 litre d'énergie potentielle concentrée. Bon, j'avais la flemme d'aller à la pompe, alors j'ai pris du pétrole désaromatisé, mais j'avais complètement oublié que c'était transparent. Donc voilà, c'est pas de l'eau, c'est vraiment du pétrole. Bon, pour vous, ça pourrait être de l'eau, c'est absolument pareil. C'est juste que pour moi, ça pue. Mais sinon, c'est vraiment du pétrole. Ce truc, dont on sait qu'un jour, il n'y en aura plus. Ou plutôt qu'il sera trop cher à extraire pour qu'il soit abordable pour la majorité de la population. Là-dessus, je vous conseille la vidéo du pic pétrolier du réveilleur. La probabilité pour dire qu'on sera dans la merde ce jour-là est quand même assez élevée. Parce qu'il suffit de jeter un œil au schéma de la consommation énergétique en France en 2010 pour se rendre compte qu'on dépend légèrement du pétrole. Du coup, je me suis dit qu'un comparatif de la densité énergétique des différentes énergies potentielles pourrait aider à se faire une idée des alternatives existantes. Je vais parler de la densité énergétique, et plus particulièrement de la densité massique d'énergie, ou puissance massique. Pour le reste de l'épisode, je vais parler de densité énergétique, mais entendez par là puissance massique. C'est combien d'énergie je vais tirer de 1 kg de matière, comme du bois, du propane ou une batterie au plomb. On peut aussi calculer la densité volumique d'énergie. Au lieu de comparer une masse, on compare un volume. Bon, là j'ai choisi au niveau du poids, parce que pour le transport, c'est à mon avis plus important. Tout ça va permettre de classer les différentes énergies potentielles pour se faire une idée. Mais ce chiffre n'est pas le seul à prendre en compte. On devine bien qu'un kilo de TNT ne s'exploite pas aussi facilement qu'un kilo de bois. En parlant de bois, sa densité énergétique est de 16,2 mégajoules par kilo. On va poser un point ici pour le situer. Bon, ça dépend quel bois, je vous vois arriver. C'est une moyenne que j'ai trouvée sur Wikipédia. C'est pour se faire une idée, on va appeler ça le bois de truc. Le truc est un arbre bien connu qui pousse à peu près partout, en moyenne. Le TNT, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est 4,6 mégajoules par kilo. Ouais, beaucoup moins que le bois de truc. Sauf qu'une bûche de pain ne libère pas toute son énergie d'un seul coup quand on l'allume. Vous avez deviné, l'unité utilisée est le joule, ou plutôt le mégajoule, pour faire des chiffres plus facilement comparables. Un joule est une unité de quantification d'énergie. Il correspond à 1 watt pendant 1 seconde, ou 0,239 calories. Oui, bon, ok, c'est pas très parlant comme ça. Si on brûle entièrement un chauffe-plat, par exemple, on aura dégagé environ 402 kJ. 1 kg de bois de truc sera l'équivalent énergétique de 40 chauffe-plats. On peut aussi parler en kilowattheure. 1 kg de bois de truc équivaut à 4500 wattheures, ou 4,5 kWh. Pour continuer dans les comparaisons à la con, pour se faire une idée, c'est un grille-pain de 900 watts qui chauffe pendant 5 heures environ. Oui, personne fait chauffer un grille-pain pendant 5 heures, ok. Une erreur classique quand on parle d'énergie, c'est de confondre une quantité d'énergie consommée avec la puissance d'un appareil. Si on prend la consommation énergétique d'un appareil, comme un PC par exemple, sa puissance en watts peut varier dans le temps. Ici je viens de démarrer, le PC consomme peu. Puis j'ai lancé un jeu gourmand, donc il consomme plus. La quantité totale d'énergie utilisée par le PC est donc la variation de la puissance sur une période donnée. J'ai passé 2 heures devant mon ordi, et si je fais le calcul de la surface de la courbe, je trouverai un truc comme par exemple 450 Wh. Mon PC a consommé en 2 heures ce qu'un appareil de 450 watts consommerait en 1 heure. Le wattheure est une unité de quantité d'énergie. Un wattheure égale 3600 joules. Une joule est égale à 1 watt seconde, comme on l'a dit. 450 wattheures, ça fait 1 620 000 joules, ou environ 1,6 mégajoules. Ok, donc à partir de là, ça voudrait dire que 2 heures de PC, c'est 100 grammes de bois de truc. Et en fait, non, pas du tout. Parce que les 16,2 mégajoules par kilo de bois de truc, c'est une valeur théorique en chaleur. Pour des éléments qu'on peut brûler, on va aussi parler de PCS, pour pouvoir calorifique supérieur. On n'arrivera jamais à avoir une combustion parfaite et à transformer 100% de cette chaleur en électricité, puis transporter 100% de cette énergie électrique au PC. Si on veut faire un calcul approximatif, les centrales à cogénération qui produisent de l'énergie à partir du bois, c'est un rendement entre 70 et 80%. Le réseau, lui, c'est 6% de perte, transport et distribution compris. À la louche, mais juste pour se faire une idée, mon PC consommerait en 2 heures l'équivalent de 136 grammes de bois. Alors là, j'ai pas 136 grammes de bois sous la main. Je sais pas ça. Ça ferait un châssis de découpe laser. Regardez ma vidéo, elle est cool. Quant au TNT, bon, inutile de dire que c'est débile, parce qu'on n'a aucun système qui produit l'électricité à partir d'explosions de dynamite. Ou du moins, j'en ai pas connaissance. Il faut donc comparer des choses comparables, et notamment ce qui pourrait se substituer à ce truc. Bon, on va pas comparer tout non plus, ça serait trop chiant. C'est juste pour se faire des repères, qui peuvent être utiles quand on débat d'énergie. On a vu, le bois de truc, c'est 16,2 mégajoules par kilo. Au-dessus, on trouve le charbon pour 24 mégajoules par kilo. On comprend alors pourquoi le charbon a remplacé le bois, ce qui a permis l'apport énergétique nécessaire à la révolution industrielle du XVIIIe siècle. Par exemple, à l'époque, on climatisait des bâtiments en cramant du charbon.
Je vous expliquerai ça un jour. Niveau technique, le 18 et 19e siècle, c'est toute une époque. On peut cramer de la graisse animale ou végétale aussi, hein, la densité énergétique est assez élevée, 37 mégajoules par kilo, mais bon, c'est beaucoup plus cher. Donc on s'en servait à l'époque pour graisser des éléments mécaniques ou pour des usages spécifiques. Au-delà des 40 mégajoules par kilo, on tape dans les hydrocarbures. Le kérosène à 43, le diesel à 45,4 et enfin l'essence à 47,2. Je vous ai pas fait tous les hydrocarbures, hein, sinon demain on y est encore. Et ouais, 1 kg de ce machin, ce qui correspond à environ 1,17 litres, a pour énergie potentielle 45,4 mégajoules, soit environ 12 kWh. L'équivalent de 13 heures de grille-pain ou 113 chauffe-plats. C'est énorme. Enfin, franchement, honnêtement, j'ai entre les mains presque 12 kW d'énergie, comme ça, quoi, dans une bouteille. Bouteille de limonade, que je me suis dépêché à finir pour tourner la vidéo. Si on rajoute le fait que ça tient dans un simple récipient, pas besoin de cuve pressurisée comme pour l'hydrogène, que c'est liquide, donc facile à transférer à l'aide de pompes et transportable dans des tuyaux sur des grandes distances, ce qui est quand même beaucoup plus pratique que le charbon, on a une source d'énergie incroyable. Alors je sais, j'enfonce un peu des portes ouvertes en disant ça, mais on a tellement l'habitude d'avoir du pétrole de partout, de faire le plein, d'utiliser ça pour, je sais pas, tondre son gazon, qu'on se rend pas compte en fait l'énergie potentielle qu'on a entre les mains. Et on comprend alors que le pétrole est à la base des économies modernes. C'est ultra pratique, léger et relativement facile à utiliser. C'est pas pour rien qu'on en utilise de partout et c'est pour ça qu'on est dans la merde. Parce que aussi pratique au niveau énergétique que les hydrocarbures, pour l'instant, y a pas. Et les batteries ? Alors déjà, une batterie est un vecteur énergétique, il faut la recharger. Et cette énergie, elle doit venir de quelque part. L'énergie du pétrole vient aussi de quelque part, mais l'avantage c'est qu'il suffit d'extraire cette énergie potentielle pour l'avoir. Alors 1 kg de batterie au lithium de Tesla Model S, on en est où à votre avis? J'ai posé la question sur Twitter pour savoir quels étaient vos a priori sur la question. À votre avis, et sans prendre en compte les rendements moteurs, 1 kg de batterie lithium Tesla chargée équivaut à autant d'énergie que à peu près 1 kg d'essence, plus vers 0,5 kg d'essence, plus vers 0,1 kg d'essence, plus vers 0,01 kg d'essence. J'ai voulu rajouter plus de choix, mais Twitter limite à 4 questions, donc c'était un peu à la louche. Alors, à votre avis, vous pensez que c'est à peu près où? On l'a vu, l'essence c'est 47,2 mégajoules par kilo. La Model S utilise des batteries au lithium-ion d'une densité de 0,75 mégajoules par kilo. La densité énergétique de 1 kg de lithium-ion made in Tesla équivaut à 15 ml d'essence. Mais rassurez-vous, hein, moi aussi ça m'a scié quand j'ai vu ça. C'est pour ça que j'ai fait cet épisode d'ailleurs. Alors, il faut ajouter un mais immédiat. Comme on l'a vu pour le bois, pour l'électricité, le rendement. Surtout dans le cadre du transport. Et oui, parce qu'un moteur de voiture a un rendement qui ne dépasse pas les 42% en conditions optimales. Mais en général, en ville, avec des régimes variables, on est plus aux alentours des 15%, si on prend les pires conditions. Il est impossible d'avoir des rendements très élevés avec un moteur thermique. On est limité par les lois de la thermodynamique. On en parlera le jour où je trouverai un petit moteur 4 temps sur le bon coin. Ainsi, dans une voiture, sur les 47,2 mégajoules d'essence, seulement environ 7,8 mégajoules sont restitués en puissance mécanique. Le reste part en chaleur. Pour une voiture électrique, je vais être extrêmement gentil et je prends un rendement de 99%. À mon avis, c'est plus élevé, mais on va être très cool. Pour le moteur et l'électronique de puissance, parce que les moteurs électriques ont un rendement excellent. C'est pour ça d'ailleurs que je les aime bien. Ok, donc voici pour une voiture les chiffres avec les rendements. Je pars du principe que la masse, les frottements de l'air et le rendement de la transmission sont identiques, car ne dépendant pas du type d'énergie. Je ne prends pas non plus en compte la récupération d'énergie au freinage pour une voiture électrique. L'énergie de 1 kg d'essence plus moteur reste 9 fois plus importante que 1 kg de batterie Tesla plus moteur. Si on reprend le questionnaire, la bonne réponse serait alors la troisième. Même si j'ai précisé dans la question qu'on ne prenait pas en compte les rendements moteurs. Après, ça peut porter à confusion et c'est pas grave. Les chiffres que je donne ne sont pas parfaitement exacts. C'est pour vous donner une idée. L'important, c'est de comprendre qu'on est encore loin de la densité énergétique du pétrole, d'un facteur de 10 environ. Forcément, ça explique pourquoi une Tesla Model S se trimballe 340 kg de batterie pour avoir une autonomie correcte. Bon, comme je disais, il faut relativiser ce chiffre avec le fait, par exemple, qu'une batterie est rechargeable, ou avec d'autres facteurs comme le taux de retour énergétique par exemple. Mais les garder en tête quand on nous sort des trucs comme par exemple les taxis électriques volants, parce que là le poids du carburant joue énormément sur les performances de l'appareil. Un abonné m'a envoyé un calcul fait à partir d'un hélicoptère, un Robinson R22 pour être exact. Le Excel est dispo en description. Cet hélico embarque 72 litres d'essence qui lui donne une autonomie de 2h10 pour une capacité d'emport de 184 kg. C'est-à-dire qu'on a droit à 184 kg de passagers et de bagages à bord. En équivalent électrique et avec des batteries de chez Tesla,
Tesla, l'hélico serait trop lourd de 683 kg. En fait, il faut réduire l'autonomie à environ 20 minutes pour être dans les clous. Ce qui est grosso modo l'autonomie des prototypes de taxi volants actuels. Au passage, merci Tonio pour ton mail et ton calcul. Bien sûr, 20 minutes peut suffire pour faire un ou deux déplacements, mais on est encore loin de retour vers le futur. Bon, du coup, il doit bien y avoir des batteries plus performantes dans les cartons. Oh, ça des batteries, il y en a une pète à chier. J'ai retrouvé un récapitulatif pour les cas des voitures électriques. Allez, il y en a pas mal. Par exemple, il y a la catégorie des piles ou batteries métal-air. On fait réagir l'oxygène de l'air avec différents métaux. Et sur le papier, ça commence à être intéressant. D'après Wikipédia, l'aluminium-air peut atteindre en pratique 1300 Wh par kilo, soit 4,6 mégajoules par kilo. On est largement au-dessus du lithium-ion et on commence à titiller le pétrole si on prend en compte les rendements des moteurs. Mais, oui, parce qu'il y a un mais, la batterie aluminium ne se recharge pas comme une batterie classique. Il faut remplacer l'anode en aluminium pour la recharger. Autrement dit, on consomme de l'aluminium. Il est possible de recycler l'alu perdu dans le bain électrolytique pour reconstituer une anode. Mais là, ça coûte cher, il faut les installations, etc. Le zinc air, en revanche, autorise une recharge électrique, mais dispose d'une densité énergétique moindre, 470 Wh par kilo en pratique, soit 1,7 mégajoules par kilo. Et il faut quand même changer l'anode en zinc au bout d'un moment. Après, si vous voulez du lourd, il y a le lithium air, qui fait dans les 11 000 Wh par kilo théorique, soit 40 mégajoules par kilo. Oui, quasi autant que le pétrole. Et si on prend en compte les rendements, ça atomise les hydrocarbures. Mais en pratique, c'est beaucoup moins. On a des risques d'incendie pour certaines d'entre elles, et actuellement on annonce des densités entre 3 et 5 fois le lithium-ion. Et ça reste que des batteries de labo, donc pas très fiables. Donc c'est bien, mais c'est pas encore au niveau du pétrole. Je vais pas détailler toutes les batteries, il y a aussi le graphène qui remplace les électrodes pour améliorer la capacité et surtout le temps de charge, etc. etc. Actuellement, il n'existe pas encore de batterie commercialisée capable de faire jeu égal avec du pétrole niveau densité énergétique. Bien sûr, il faut espérer que ça évolue dans le bon sens. Et si possible, des batteries pas trop polluantes et avec des métaux pas trop rares, s'il vous plaît. Si on veut quelque chose avec une meilleure densité énergétique que le pétrole, il faut regarder l'hydrogène. Sous forme liquide ou à haute pression, on monte à 140 mégajoules par kilo. Ah ben enfin, voilà un truc qui détrône le pétrole. Bon, ok, c'est dans une cuve sous pression à 700 bars et ça risque d'exploser, mais on arrive quand même à maîtriser le truc, donc voilà, là, on a enfin une énergie, quoi. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la méthode la moins coûteuse pour produire l'hydrogène consomme une énorme quantité de méthane. Ce qui fait que c'est aussi polluant que le pétrole. Putain, fait chier, bordel. Bon, après, tout espoir n'est pas perdu, hein. Ce domaine pourrait bien évoluer avec la filière Power to Gas, j'en ai parlé dans mon épisode sur la transition énergétique. L'idée serait de stocker l'énergie excédentaire produite par le réseau en synthétisant du gaz, notamment du dihydrogène, mais pas que, puisqu'on le mélangerait au gaz naturel pour pouvoir le transporter dans les installations actuelles. En revanche, la densité énergétique serait plus faible que l'hydrogène pur, car on n'est pas sous haute pression et mélangé au gaz naturel. Bon, le souci, c'est qu'on attend toujours, et une filière Power to Gas, ça émet du CO2, même si une partie est réinjectée dans le réseau par méthanisation. Je précise aussi qu'on a un gros problème de taux de retour énergétique pour produire de l'hydrogène pur. Entre les différentes méthodes de production, le transport et le rendement d'une voiture qui tourne à l'hydrogène, on perd une énorme quantité d'énergie. Ce qui fait que pour l'instant, les véhicules électriques ont un bien meilleur taux de retour énergétique que les véhicules à l'hydrogène. Là-dessus, je vous conseille la vidéo de Real Engineering, lien dans la description. Bref, voici un tableau récapitulatif des différentes technologies de stockage comparées au pétrole. En abscisse, on a la densité énergétique. En ordonnée, le rapport poids-puissance. Combien de puissance une batterie, par exemple, peut délivrer par rapport à son poids. Attention, ce n'est pas une échelle linéaire, sinon le graphique serait beaucoup plus grand. En haut à gauche, on a des systèmes de stockage très faibles, mais pouvant délivrer une forte puissance. C'est le cas des condensateurs. Pareil pour le bleu clair, c'est la large gamme des condensateurs électrochimiques. Plus on va aller sur la droite, plus la densité énergétique au kilo augmente. On a les batteries au plomb, les batteries nickel-hydrure métallique, ou NiMH, le lithium-ion, une autre variante du lithium, et en gris les piles à combustible, qui ont une très bonne densité énergétique. Le pétrole est ici, il peut délivrer une grosse puissance tout en ayant une densité énergétique importante. En dessous se trouve la combustion du dihydrogène, qui est l'hydrogène à température et pression normale. L'hydrogène sous pression, ou sous forme liquide, serait au-dessus. On peut aussi rajouter la densité énergétique de l'air comprimé, ou aussi des volants d'inertie.
qui sont d'autres techniques de stockage. Je n'ai pas trouvé de tableau avec les dernières avancées dans les batteries. Celle que j'ai parlé se situe grosso modo dans cette zone, le but étant de tendre le plus possible en haut à droite. Bien sûr, il faut s'émanciper du pétrole. Je dis ça pour ceux qui penseraient que j'ai fait cette vidéo pour faire la pub du pétrole ou je sais pas quoi. Les émissions de CO2 et de particules sont le souci numéro 1. Mais il faut aussi comprendre pourquoi on a autant du mal à s'en sortir. Et la densité énergétique est un des éléments de réponse. J'insiste, un des éléments de réponse. Bon, j'espère